Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler des 10 choses à savoir absolument avant de se lancer en no-code. Donc que vous ayez entendu vaguement ce que c'est le no-code ou que vous commenciez à être un expert, je pense que ça va vous servir. Je vais faire les 7 premiers points où je vais parler des choses à savoir quand on veut créer son application sans coder, et les dernières où ça va être plus spécialisé sur ceux qui veulent devenir freelance et en faire leur métier. Si vous arrivez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, je suis Théo, un entrepreneur indépendant, et sur cette chaîne je parle de no-code, de productivité, de soloprenariat. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et sans plus attendre, on passe aux 10 choses à savoir pour se lancer dans le no-code. La première chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas être bloqué avec un outil. Ça, c'est l'erreur que pas mal de gens font, de se bloquer avec un outil en se disant « je suis expert, nanana ». Non, en vrai, il faut être expert un peu de tout, il faut être expert de plein d'outils différents parce que les outils évoluent, et je suis bien placé pour le savoir parce que pendant longtemps, j'étais un expert Adalo. Adalo a fait des mauvais choix stratégiques, ils se sont un petit peu plantés, ils se sont fait rattraper par Flutterflow, et donc, naturellement, je suis passé sur Flutterflow parce que en termes d'opportunités, c'était plus intéressant pour moi de passer sur Flutterflow. Et ça, c'est une idée qui est sous-estimée par beaucoup de gens, de miser sur un cheval dès le début et de pas changer, peu importe les décisions stratégiques qui sont prises par ce cheval. Non, il faut savoir sauter d'un cheval à l'autre quand les opportunités se présentent. Il faut pas le faire trop vite, il faut bien qu'il y ait une raison, que vous ayez jugé sur une durée de temps suffisamment longue que tel outil est meilleur que tel outil, mais il faut pas rester bloqué avec le même outil, sinon vous allez vous faire dépasser. Numéro 2, commencez avec des projets. C'est très important de créer des projets. Ne foncez surtout pas aller chercher la méga formation à X milliers d'euros ou le méga bootcamp. Préférez les petites vidéos que vous pouvez trouver à gauche à droite sur YouTube, et surtout créer des projets. Vous arriverez beaucoup plus à maîtriser même un futur bootcamp ou une future formation si vous avez déjà commencé à bidouiller à créer des projets, que si vous arrivez comme ça de but en blanc. Là, ça va être un peu compliqué, et surtout vous n'allez pas tout capter, ou alors vous allez mettre beaucoup plus de temps. Donc commencez par faire des projets avant même de vous dire est-ce que je prends une formation, etc. etc. C'est très important. Ensuite, numéro 3, allez voir dans les forums. Les forums des outils sont une source d'informations inépuisable sur comment est-ce que vous pouvez faire chose X ou Y. Alors oui, ça prend du temps, oui c'est plus facile si on vous donne toutes les réponses sur un plateau. Le truc, c'est que si vous voulez être no-codeur, c'est ce que vous ferez. Il va falloir mettre des sous. Alors puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez. Moi, ça fait 4 ans que je fais ça. Je peux me considérer comme étant assez expérimenté dans le no-code. Je continue à aller farfouiller dans le forum de manière très régulière. Donc voilà, faites pas les feignasses, vous dites pas ah c'est relou d'aller chercher dans les forums. C'est quelque chose que vous allez être amené à faire, que vous le vouliez ou non, donc autant commencer aujourd'hui. Numéro 4. Apprendre le JSON. C'est hyper important, c'est le langage qui permet aux API de communiquer entre elles. Si vous arrivez à maîtriser le JSON, vous aurez un avantage sur la compréhension des API, sur la compréhension des outils no-code et comment ils communiquent entre eux. A l'inverse, si vous ne maîtrisez pas le JSON, ça va être très compliqué soit de brancher votre application avec autre chose si vous créez une application, ou alors de brancher des applications si vous les créez pour quelqu'un d'autre, parce que en règle générale, on a toujours au moins besoin de le brancher à une source d'information externe. Moi, en tout cas, ça a été très très rare les fois où j'ai pas dû le faire. Donc, apprenez le JSON, ça va vous aider énormément. Numéro 5, soyez bon dans les outils de création et d'automatisation. Si vous m'avez trouvé sur cette chaîne YouTube, c'est sans doute parce que soit vous êtes tombé sur ma série sur Bubble, soit vous savez que moi je fais du no-code mais plutôt côté création. Mais pour autant, je suis quand même assez calé sur les outils d'automatisation comme Make ou Zapier parce que c'est important de tout savoir. Si vous êtes que sur l'un des deux, il va vous manquer quelque chose à un moment donné et vous n'allez pas pouvoir saisir toutes les opportunités. Donc l'idée, c'est pas d'être excellent dans les deux, c'est d'avoir évidemment un secteur où vous êtes meilleur que l'autre, mais de ne pas totalement délaisser l'autre parce que les deux fonctionnent en symbiose. Et même si c'est deux types de travaux différents, c'est toujours bien d'avoir un œil sur ce qui se passe à côté. Numéro 6, apprenez à lire une documentation. Ça va un peu avec le fait d'apprendre le JSON. C'est très important de savoir lire une documentation, notamment au niveau des API, parce que vous allez mieux comprendre comment fonctionne l'architecture des applications de manière globale, et surtout parce que c'est quasi sûr, si vous créez votre outil pour vous-même ou si vous le créez pour quelqu'un d'autre, qu'à un moment donné, vous allez devoir lire une documentation. Une documentation, c'est un peu un mode d'emploi pour une API, donc apprenez à les lire, apprenez à les décoder, comme ça vous irez beaucoup plus vite pour les lire et ce sera beaucoup plus simple pour vous. Numéro 7, apprenez à planifier votre projet. Par exemple, moi, avant de me lancer dans un
projet no-code, je passe des heures et des heures à planifier le projet, à rédiger les user stories, les user flows, donc c'est-à-dire le chemin que va utiliser un utilisateur notamment dans une application. Mais si vous faites des automatisations, prenez le temps de les dessiner, prenez le temps de mettre à plat un peu la structure de ce que vous voulez faire, parce que ce sera beaucoup plus simple, ce sera beaucoup plus rapide, et surtout vous en mêlerez beaucoup moins les pinceaux. Ça, c'est une erreur que tous les débutants, y compris moi, ont fait au démarrage, mais justement, si ça peut vous aider, ne vous lancez pas tête baissée directement dedans, prenez du temps pour bien vous organiser, organiser votre projet, organiser votre esprit. Ça va vous prendre un petit peu plus de temps au début, mais ça vous en sauvera énormément sur le long run. Donc voilà pour les 7 premières choses à savoir qui peuvent aller aussi bien à des gens qui créent leur projet qu'à des gens qui créent des projets pour d'autres, mais les 3 derniers, ça va être principalement pour les freelances. Donc si vous avez envie d'être no-codeur, de faire du no-code votre métier. Avant de continuer, c'est important de comprendre la structure du marché du freelancing autour du no-code. Il y a 3 marchés différents qui sont bien distincts et qui communiquent pas trop. Le premier, c'est le high-end market. C'est là où vous allez avoir les freelances un peu de pointe, les meilleurs dans leur domaine, qui sont pas trop sur les plateformes et qui trouvent des clients principalement grâce aux bouche à oreille ou aux recommandations. Ça, c'est quelque chose qui est assez difficile, mais qu'on arrive à atteindre à partir d'une certaine expérience. En général, il y a des gros projets, des gros budgets, et pour ça, on va pas aller les chercher sur un site de freelancing, ça va être plutôt des gens qu'on va aller chercher spécifiquement pour ce projet. Ensuite, il y a le middle market, donc là, ça va être les plateformes un peu spécialisées, un peu haut de gamme, entre guillemets, donc comme par exemple Malte peut l'être en France, où on commence à avoir des missions qui sont intéressantes, mais on n'arrive pas à capter les plus grosses missions qui sont principalement pas sur les plateformes tout court, mais qui restent largement meilleures que le low-end market. Et là, c'est là où on va retrouver les freelances type Fiverr, Upwork, qui vont faire des micro-missions. C'est important de comprendre ça parce que à partir du moment où vous comprenez ça, vous allez comprendre pourquoi c'est important. Le point numéro 8, c'est la vélocité de projet. C'est très important d'avoir une vélocité de projet parce que je vois trop de gens qui essayent d'avoir des projets en middle market et qui restent là à végéter, à attendre que ça tombe. Le truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas de raccourci magique en fait. Vous êtes un peu obligé de passer étape par étape. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé petit, j'ai commencé sur Fiverr. À l'époque, je résolvais des bugs. C'était pas forcément la partie la plus plaisante, mais c'est là où j'ai le plus appris très largement. Ce qui m'a permis ensuite d'aller sur un middle market et un high-end market à la fin, de trouver les meilleurs clients, tout simplement parce que ces meilleurs clients, les clients qu'on trouve difficilement, on peut les obtenir qu'en passant par le middle market. Et ce middle market, on peut obtenir des projets que si on a des choses à montrer. Si on va vous proposer des projets d'une taille relativement ok, il va falloir montrer un portfolio, montrer ce que vous savez faire, parce que sinon les gens n'auront pas confiance en vous en fait. Il y a tellement d'histoires de projets no-code où le développeur a fait des choses pas ouf sur le projet, du coup l'entrepreneur est désabusé, il a du mal à refaire confiance, et du coup il faut que vous arriviez à lui donner cette confiance, et cette confiance vous la donnez au travers de votre historique de projet. Donc c'est pour ça qu'au final il faut toujours commencer par le bottom-end market, donc c'est-à-dire les gens qui sont pas forcément prêts à payer beaucoup, mais qui ont besoin de quelqu'un comme vous pour terminer leur projet. Le but, c'est d'en avoir le maximum. Faut évidemment pas se sous-payer, mais il faut avoir le maximum de projets parce que c'est ce qui vous permet ensuite de monter d'étape en étape. Le 9e point, c'est de conseiller le meilleur outil pour votre client et pas votre outil préféré. Ça, il y a énormément de gens qui font ça. C'est une erreur, et c'est une erreur de s'embourber dans un projet. Ça peut aussi aller dans l'autre sens. Si un client vous force à utiliser un outil et que vous pensez que c'est pas la bonne solution, dites-lui que c'est pas la bonne solution. En général, c'est parfois qu'ils peuvent manquer d'informations ou alors qu'un ami a pu leur dire ça et ils l'ont gardé dans la tête. Et c'est aussi vrai dans le sens inverse. Donc, si vous êtes spécialiste d'un outil mais que vous pensez qu'un autre outil est une meilleure alternative, utilisez la meilleure alternative. Et pareil pour votre client, s'il pense avoir une meilleure idée mais que l'outil ne convient pas, dites-lui avant. Tout simplement parce que ça va éviter à tout le monde de perdre du temps, ça va éviter des incompréhensions, ça va éviter de vous survendre, ça va éviter à lui d'avoir des trop d'espérances et croyez-moi d'expérience, c'est beaucoup mieux quand tout le monde se sent bien avec la technologie qu'il va utiliser. Et le dernier, c'est sans doute le plus important, le numéro 10, go the extra mile. Donc ça, évidemment, un anglicisme horrible, mais le but, c'est d'aller toujours un petit peu plus loin. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois qu'on me demande, qu'on me contacte pour un nouveau projet. J'envoie une documentation bien nickel, bien propre, avec un peu le détail de comment ça va se passer. Et le truc, c'est que pas beaucoup de gens le font. Automatiquement, ça me donne un avantage non négligeable
négligeable sur les autres propositions que mon prospect pourrait recevoir, et ça m'a permis de closer énormément de projets que j'étais pas censé avoir parce que j'étais un petit français versus des grosses agences américaines, tout simplement parce que les grosses agences américaines n'avaient pas fourni autant de travail que moi. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir. Moi en tout cas, c'est une vidéo que j'aurais aimé avoir quand je me lançais dans le no-code. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en likant cette vidéo. Posez-moi toutes vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner à mon édito teio.fr/édito. C'est plein de conseils pour vous aider à vous lancer dans le no-code. Et sinon, on se retrouve très bientôt sur cette chaîne YouTube. D'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao.